La vidéo sur l'arc Super King du manga vous a beaucoup plu, et depuis vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur l'arc Dynamite Battle, et comme le dernier tome de Burst est sorti début novembre, je peux enfin vous en parler. Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'arc final de Burst, selon le manga. Pour comprendre le fonctionnement du manga, je vous renvoie vers ma vidéo sur Gwen, et justement dans cette vidéo j'avais expliqué que le manga était édité en France par Kazé, mais entre temps il y a eu Crunchyroll. Pour ceux qui ne savent pas, les plateformes de streaming Crunchyroll et Wakanim ont fusionné en début d'année pour devenir une plus grande version de Crunchyroll. Eh ben sachez que cette fusion intègre aussi les mangas papier des éditions Kazé, qui sont désormais édités par Crunchyroll. Le problème c'est que Crunchyroll ont fait absolument n'importe quoi avec la présentation sur la tranche des volumes, qui ne respecte pas du tout la continuité de ce que possède Kazé. Après, si ça vous intéresse, Crunchyroll propose de réimprimer et d'envoyer gratuitement des couvertures pour uniformiser les collections Kazé sous leur bannière. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Cette vidéo contient du spoil sur la saison 6 de l'anime, Quad Drive Dynamite Battle, et il est sur les tomes 19 et 20 à partir de maintenant. La saison 6 est une saison qui divise pour pas mal de fans, notamment sur le fait que Belle, le nouveau protagoniste, parvienne à battre des bleeders légendaires comme Free, Louis et Shu. Ben désolé de briser vos espoirs, mais c'est aussi dans le manga, et même Vatch va y passer. Voilà, comme vous êtes prévenu. Alors, comme pour la vidéo de Super King, je vais vous raconter l'histoire de cet arc narratif. Par moments, je vais marquer des pauses pour apporter des informations supplémentaires grâce aux interviews de l'auteur présentes dans le dernier tome du manga. Et enfin, je vous parlerai d'anecdotes, et surtout de pourquoi on a eu autant de changements de personnage principal à chaque saison, parce que là aussi, Hiro Morita nous a fourni plusieurs informations très intéressantes. Et comme d'habitude, je vais garder les termes et les noms de la version japonaise, et Takara, pour rester dans les continuités de mes revues de l'anime. Bonne vidéo. Notre histoire démarre peu de temps après la fin de Super King. Comme dans l'anime, Basara et sa sœur Anna rendent visite à une demeure hantée à l'écart de la ville. Ils y rencontrent le maître des lieux, Belle Tekakoten, le roi démon, ou Prince Noir des Ténèbres, comme vous voulez, selon la VF. Alors qu'un combat allait démarrer entre les deux blédards, un autre groupe arrive au manoir. Il s'agit d'élèves de l'école du coin, accompagnés d'un garçon appelé Kenji, qui est le président de l'association des élèves. Après avoir échappé à une série de pièges de Belle, Basara retente sa chance pour affronter Belle avec sa Death Solomon. Mais Kenji va tout simplement lui voler sa toupie, car il s'estime être beaucoup plus fort que Basara, et je cite « Une toupie pareille mérite un blader digne de ce nom, toi tu n'es qu'un tocard ». On rappelle que le manga ne fait pas dans la dentelle, hein. Et comme dans l'anime, Dynamite Battle parvient à vaincre Solomon sans difficulté. Elle rend la toupie adverse à son propriétaire, et comme le combat a été rediffusé sur internet, les princes noirs vont en profiter pour défier les blédards du monde entier, et plus particulièrement les blédards légendaires. Du coup, le premier adversaire sera Ranzo Kiyama, qui est venu tout droit du Brésil. Et bon là, je vais faire court, c'est comme dans l'anime là aussi, à l'épisode 3-4 je crois, Ranzo utilise une glaire Ragnarok et elle s'est prise par accident, et la petite différence, c'est que c'est Belle, et non son grand-père comme dans le dessin animé, qui propose à Ranzo de réparer et de faire voler sa toupie, en utilisant son système inventé de toutes pièces, le système DB, histoire de se faire pardonner de ce petit accident. Pour la suite, le combat est aussi le même que dans l'anime, avec la démonstration du fonctionnement du low et du high mode. Par la suite, Belle va gagner contre toutes les personnes qui vont l'affronter, du moins jusqu'à l'arrivée de Free et les spin styles de son Vanish Fafnir. Free qui va gagner par cas explosif, mais qui va laisser une seconde chance à Belle, car ce dernier ne connaissait pas les spécificités de Fafnir. Belle va tout simplement prendre Fafnir et partir avec. S'ensuit alors une course-poursuite dans le manoir, et Belle va demander à Free de lui laisser Fafnir pendant 1 heure, le temps qu'il l'analyse et qu'il crée le F-Gear, un accessoire possédant du caoutchouc, comme Fafnir. Belle va tenter de spin style Fafnir, mais comme les deux toupies tournent à la même vitesse, ça ne fait plus effet, et là aussi, comme dans l'anime, Belle va avoir un petit boost avec le caoutchouc de son driver, et exploser Fafnir. Free s'en va, satisfait, mais prévient Belle que plusieurs puissants bladers ont répondu à son défi, et ont fait voler leur toupie, alors il doit se préparer. Et à partir de là, le manga commence à prendre une direction drastiquement différente de l'anime. Belle débarque dans l'école de Basara pour le défier en combat. En effet, il a appris que Basara a créé une nouvelle toupie au système DB, Rare Bahamut, et on a aussi une petite séquence où Belle va essayer de soudoyer le directeur de l'école. En fait, le Beyblade n'est pas autorisé dans cette école, et comme Belle suit des cours à domicile, elle ne savait pas. Pour ce qui est du combat, grâce à son entraînement et sa détermination, Basara parvient à gagner par arrêt de rotation. Le prince noir va s'enflammer et annoncer qu'il va taper encore plus fort pour battre Bahamut. Sauf que c'était un coup de bluff, pour forcer Basara à tirer très fort, pour que Belle tire doucement et remporte le combat par cas explosif par retardement. Petit tour d'horizon du côté de l'Espagne, on y découvrira Charles en train de manger, et qui va défoncer un voleur qui s'enfuit en scooter, façon Sidebeat d'Incineroar. Dès le départ, on comprend qu'il aura déjà son statut de successeur de Valt, de grand roi, de haut prince, du héros de la justice. Selon lui, tous les blédards veulent devenir comme lui, et accessoirement, il est l'actuel champion du monde.
Un truc que je trouve assez marrant, c'est que ce côté héros de la nation me rappelle beaucoup Tarak, dans l'anime Pokémon. Peut-être parce que les deux personnages sont doublés par la même personne au japonais. Donc, Belle débarque pour foutre la merde, et Rachad va poser un stop assez rapidement. Il voit en Belle un sale gosse qui essaie de se comporter comme un méchant, et il doit donc le remettre en place. Ce qu'il va faire assez brutalement, puisque Belle va perdre par tir explosif. Tu n'as rien d'un prince noir, t'es juste un petit mec comme nous qui s'est donné un titre ronflant. En voyant la puissance de Rachad, Basara décide de quitter le groupe de Belle pour rejoindre celui de Rachad. Et pour ceux qui se posent la question, oui, la topie de Rachad est la fameuse Valkyrie rouge. Quand on a découvert qu'il avait une Valkyrie comme Vald, beaucoup de fans ont hurlé à l'imposture et n'ont pas compris pourquoi il avait une Valkyrie lui aussi. Et pourtant, c'est facile à comprendre. Outre le fait qu'il admire Vald depuis toujours, il veut être le symbole du Beyblade. Et dans l'univers de Burst, il n'y a pas plus symbolique que Valkyrie. En plus, l'anime a pris le temps de nous montrer ses entraînements. C'est pas parce qu'il a une Valkyrie qu'il est fort gratuitement. On le voit s'entraîner petit à petit. Enfin, la topie s'appelle Savior Valkyrie. Savior, c'est le mot anglais pour sauveur, donc on reste dans le thème du héros de la justice. Mais bon, les fans, la nostalgie, saison 2, bref, je relancerai le débat en fin de vidéo. Le tome 20 démarre sur Belle qui crée le V-Gear après sa défaite contre Rachad. Un power-up qui réjouit Ranzo, mais qui va déclencher une petite dispute. Là où Ranzo considère Belle comme son ami, Belle considère Ranzo comme un adversaire, ce qui va créer de grosses tensions entre les deux. Sur le coup de la colère, Ranzo va même dire à Belle que c'est de la faute de ce dernier si Basara est parti rejoindre Rachad, et va partir à son tour, laissant notre prince noir tout seul. Belle, qui déprime un peu au parc, va faire la rencontre de Shu. Shu est venu pour le défier, comme Free est venu un peu plus tôt dans l'histoire. Belle va perdre la première manche par arrêt rotation, parce qu'il n'arrive pas à se concentrer depuis sa dispute avec Ranzo. Pour la deuxième manche, il parvient à retourner la situation en se servant du V-Gear. Spriggan va coller Belial contre le mur, mais le V-Gear va frotter contre le Tornado Ridge, faisant décoller la topie dans les airs et exploser Spriggan de passage. Shu découvre que lorsque Belle perd un combat, sa topie absorbe ce qui faisait la force de son adversaire, pour pouvoir évoluer à chaque fois, donc la création des gears. Une remarque assez ironique venant de la part de Shu, parce que c'est ce qu'il avait fait pour créer Requiem à l'époque. Et Requiem est une fusion des meilleures topies de la Coupe internationale, donc c'est logique que ce soit Shu qui dise ça. C'est à ce moment-là que Ranzo revient pour s'excuser auprès de son amigo, et Belle va s'excuser en retour. Shu quant à lui s'en va en conseillant à Belle de prendre soin de ses amis, car l'amitié est la plus précieuse des trésors. Pendant ce temps, le titre de champion du monde est remis en jeu, amenant un combat Valkyrie contre Valkyrie, et, sans surprise, Val va gagner grâce à ses lames de son leader qui se sont éveillés. Belle, Ranzo et Anna, quant à eux, vont chercher un endroit où s'entraîner, et iront sur l'île de Nigashima. Donc le prochain leader légendaire, c'est Louis. Louis qui va balancer une grosse douche froide après un bon one-shot, et ce malgré l'ajout du nouveau gear pour Belial, le S-Gear. Louis reconnaît la valeur du système DB, mais fait remarquer que Belle a perdu en confiance, et va donc lui conseiller de devenir méchant. Non, y a pas de vanne, hein. La force, c'est de la volonté et de la persévérance. Les gentils sont faibles, ne deviens pas comme eux, tu dois inspirer la peur autour de toi. Rachat se prend pour un héros, alors tu seras son ennemi, et les histoires où le héros finit toujours par gagner, j'en peux plus, tu dois gagner quitte à te faire détester. Voilà, je pense qu'il n'a pas besoin d'expliquer, il a tout dit. Mention spéciale à l'auteur qui a donné un regard plus animal à Belle quand il entre dans sa phase méchante démoniaque. Après une série de défaites puis une victoire par explosion contre Longinus, Louis offre à Belle le Hellgear, ce qui va permettre à Belle de compléter sa toupie pour affronter Rachad. Donc, la revanche. Là où Belle est huée par le public, Rachad va être acclamé comme un héros. Il en profita pour annoncer qu'il renonce à son admiration pour Valt afin de devenir le nouveau concurrent du Beyblade. D'où son changement de toupie de Savior Valkyrie à Greatest Raphaël. Et pour ceux qui demandent, il semblerait que Raphaël n'ait pas autant de coups spéciaux que dans l'animé. À part la couronne de gloire, Greatest Lord, j'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres techniques dans le manga. Et comment dire, ça finit très mal pour Belle et Belial. Belle va craquer et hurler son désespoir en expliquant qu'il doit écraser ses adversaires pour ne pas perdre toutes les personnes auxquelles il tient. Et dans une tentative désespérée d'exploser Raphaël, Belial va finir en puzzle. Malgré cette épreuve, son grand-père le soutient, et grâce à ça, Belle se souvient qu'il doit devenir un blader digne de sa toupie. Et là, je vais m'arrêter pour qu'on parle d'un truc qui m'a dérangé avec l'animé. Autant la saison 6 reste ma préférée, autant j'avais eu un sentiment qu'il manquait un truc avec Belle entre le moment où il perd Dynamite et le moment où il crée Dangerous. Tous les personnages évoluent d'une manière ou d'une autre, mais pas lui. Ok, il déprime, mais il manque un truc. Dans ma vidéo sur Gwen, puis dans ma vidéo sur Super King, vous avez dit que j'avais cette impression que la plupart des méchants étaient adoucis dans l'animé par rapport à la version manga. Bah là, c'est complètement flagrant. La particularité de Belle par rapport aux autres protagonistes, c'est qu'il endosse, mais c'est temporaire, un rôle d'antagoniste, de vrai antagoniste, pas comme un gars. Et justement, l'auteur le confirme avec les Yonkoma du tome 20. Mais pour X raisons, la production de l'animé ont décidé de créer un personnage exclusif qui va remplacer Dark Bell. Alors, j'adore Felix, phénoménal, il est génial, mais sa présence dans la série prive Belle de plus la moitié de son développement de personnage.
c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment tout ce qui manquait pour Bell de vraiment devenir méchant. Et on sent qu'il y a quelque chose qui a dû freiner la prod, pour des raisons que je ne comprends pas. Donc ouais, c'est dommage. Il y a un manque, ça se ressent quand on lit le manga. Bref, donc, Rashad défie Valt pour le titre de champion, une fois de plus. Mais Bell va le prendre en otage avec un de ses drones, pour forcer Rashad à le combattre, ce qui rend furieux le Grand Prince, puisqu'il a déjà battu Bell 2 fois, et surtout qu'il déteste Bell et ce qu'il représente. Le public va insulter Bell, mais notre petit prince noir s'en fiche complètement. Tant que son lien avec Belial existe, le reste n'a pas d'importance. Mais Rashad va tout simplement révéler son vrai visage. Les sbires des forces du mal me trouveront toujours sur leur chemin, car j'incarne la vérité et la justice. Je punis les méchants et on me remercie pour ça. Ma mission, guider le monde du Beyblade sur le droit chemin. Bell n'est qu'un misérable égoïste qui n'en fait qu'à sa tête. Il est plus que temps que je les mette au pas. J'incarne la vérité et la justice. J'incarne la vérité et la justice. J'incarne la vérité et la justice. Ouais, Rashad est complètement niqué de la tête. Après avoir subi un cri explosif, Bell commence à avoir peur, mais grâce au soutien de Belial, il parvient à reprendre la main en activant le système Overdrive de sa toupie, et en attaquant Raphaël encore et encore jusqu'à l'éjecter. Manche suivante, Bell équipe sa toupie de tous ses gears, Perfect Gear, et vont donc s'enchaîner une série d'égalités. Arrêt de rotation, éjection, arrêt de rotation, éjection. Le public va s'emballer et commencer à encourager Bell. Rashad, lui, va commencer à douter de lui, car il reste persuadé qu'il peut concourir absolument tout, s'il reste dans son idéal. Mais c'est cet idéal qui a poussé plusieurs de ses camarades à quitter la BC Sol. Et oui, dans ces camarades-là, il y avait Ilia, évidemment. Rashad va péter des plombs, répéter tout son speech sur la vérité et la justice, et traiter Bell de faible. Le tout pendant que les gears de Belial sont en train de se fissurer. C'est à ce moment-là que Basara va soutenir les princes noirs, qui, malgré la perte de 3 de ses gears, va réussir à porter une dernière attaque par le haut et remporter le combat. Ceux qui ont vu dessin animé me diront « Oui, mais Raphaël, il a une technique par le haut, c'est Javelot de gloire, ou Greatest Spear, mais dans le manga, il l'a pas. Donc, il y a ouverture, il pouvait l'attaquer comme ça. » La leçon qu'en tireront Basara et Rashad, c'est que vouloir devenir plus fort est une chose, mais s'amuser est tout aussi important. Et en principe, l'histoire s'arrête ici, vu qu'on est au dernier chapitre. Et c'est même là que l'anime s'arrête en fait. Et vous allez me dire, mais Playmaker, elle est Ultimate Valkyrie. Bah allez dans les 2 derniers chapitres bonus, qui servent d'épilogue au manga. Le premier est un retour aux sources où Valt retourne chez lui pour tester sa nouvelle toupie qu'il a créée avec Raoul, et va s'entraîner sur le toit de son ancien collège avec Rantaro, Daina, Wakiya, Kensuke, puis Shu. Et pour ceux qui demandent, on sait que Ken a une Carbeus, parce que c'est deux affiches personnages, mais on ne sait pas trop laquelle il a, et ça n'a pas d'importance. Finalement, nous terminons sur un combat pour le titre en 2 points gagnants, avec la narration qui va conclure le récit. Pourquoi sommes-nous fascinés par les Beyblade? Est-ce la beauté hypnotique de la rotation des toupies, la sauvagerie des coups qu'elles échangent au corps de la bataille, ou bien c'est la lumière ardente qui brille dans les yeux de tous ces héros? C'est sûrement un peu tout ça. Cette beauté continuera à nous envoûter, car les toupies Beyblade ne disparaîtront jamais. À travers le plaisir de jouer et de transmettre notre passion aux générations suivantes, qui à leur tour feront évoluer les toupies Beyblade. Et c'est sur ces belles paroles que Belial explose Valkyrie, faisant de Bell le nouveau champion du monde, et sur la dernière page, Valt brise le 4ème mur en invitant le lecteur à venir jouer avec lui. Et c'est la fin du manga. Alors, je vois des fans de Valt dans le fond qui sont en train de serrer les dents, mais la narration, l'auteur quoi, explique très clairement que c'est un passage de bâton, un combat symbolique entre le protagoniste du premier arc et celui du dernier arc narratif. Donc oui, Dangerous Belial gagne contre Valkyrie sans gear et sans driver dash, mais encore une fois, c'est un combat symbolique. Mon avis sur cet arc, je préfère celui de Super King, mais il reste très long. Il permet de comprendre les trous scénaristiques qui manquaient dans l'animé. Donc là, je parle de la partie Dark Bell et surtout de la fin. Parce que l'animé, il manque un épilogue, ou une fin tout court en fait. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé dans ma dernière review, il n'y a rien qui nous indique qu'il n'y a pas de suite après, qu'il n'y a pas de saison 7. Sachant que Quad Strike commence déjà à pointer le bout de son nez aux USA, il y a très peu de chances qu'on ait une saison 7 justement. Bon, si on passe aux anecdotes maintenant. L'arc DB démarre au chapitre 100. Si on inclut les 2 chapitres épilogues et qu'on exclut l'épilogue de Super King entre Shu et Lane et le bonus sur David Belial, pour les autres vidéos, on se retrouve avec 11 chapitres, faisant de DB l'arc le plus court du manga. Selon Hiro Morita, la marque rouge sous l'œil de Valt existe pour montrer le lien entre Valkyrie et son blader. Et fin 2019, Takara avait lancé un concours de dessin pour le design de ce qui deviendra plus tard Brave Valkyrie, qui se retrouve désormais avec cette même marque. Marque qu'on le retrouvera sur les Valkyries suivantes, donc dans Dino Battle, mais seulement celle de Valt. Les Recolors n'auront pas cette marque. Comme j'ai dépensé dans ma vidéo sur Gwen, les designs des avatars sont bien imaginés et dessinés par Morita.
en se basant sur les designs des toupies, son préféré étant celui de Valkyrie. Le tir de l'État est inspiré d'une danse coréenne, Joshua imite un service de tennis, Gazem s'inspire de la boxe thaï, et Rashad étant inspiré du seigneur japonais Oda Nobunaga, est un tir qui s'inspire de la danse Hatsumori du théâtre No. Morita confirme que Louis est issu d'une famille riche, ses parents ont des hautes responsabilités et ont appris à leur fils à savoir se débrouiller seul et investir en bourse. Ainsi, il peut financer sa passion sans problème, au point d'acheter une île entière pour s'entraîner. Il confirme aussi que ses cheveux sont des flammes qui bougent selon l'humeur des personnages. L'auteur a beaucoup aimé dessiner chacun des personnages principaux, côté graphisme, il a beaucoup aimé designer Louis, et côté caractère, émotion et évolution de personnages, il a beaucoup aimé travailler sur les personnages de Shu et Gwen, et ça se ressent beaucoup quand on lit le bouquin. Comment avez-vous conçu Belle Daikakoten? J'ai voulu créer un héros d'aujourd'hui, qui suit sa propre voie et va toujours de l'avant, même dans les mondes difficiles. Je me disais qu'il passerait pour un égoïste, qu'on l'accuserait de n'en faire qu'à sa tête, et qu'il serait désesté. Mais je voulais que ça ne touche pas plus que ça, et qu'il soit du genre à répondre en souriant « Je suis comme je suis ». J'espérais que les lecteurs, en le découvrant, se disent « Il ne pense qu'à lui », mais en même temps, on l'admire parce qu'il donne toujours le meilleur de lui-même. Quand j'ai commencé à travailler sur Belle, j'avais très envie de montrer comment, de simple personnage principal, il pouvait devenir un véritable héros. J'aimerais bien en savoir plus sur Rashad, le rival de Belle. D'où lui viennent ce sens de la justice exacerbé et d'un tel besoin de reconnaissance. Je vais répondre un peu indirectement. Un héros avec le caractère de Belle se heurte forcément à l'ordre établi, à la raison. Pour personnifier ces concepts, j'ai donc imaginé un personnage extrêmement manichéen, Rashad. Il est convaincu que tout le monde doit suivre une même et unique voie, de la même manière qu'il nous semble évident que l'eau coule toujours du haut vers le bas. Ce qui est bien ou mal est évident pour Rashad. Dès qu'on parle de morale de justice, il est assez facile de tomber dans une manichéisme. Je pense que Rashad incarne bien cet état d'esprit, voilà comment est né ce personnage. Quel mot résumerait le mieux la relation entre Valt et Shu? Je dirais amitié ou destinée. En fait, ça m'est difficile de répondre en un seul mot. Quand j'écris mes personnages, je me rends toujours pour qu'on ne puisse pas facilement cerner toutes les facettes de la personnalité. L'humain est ainsi fait. Ils ont tous des personnalités complexes. Je suis sûr que la plupart des lecteurs auront du mal à résumer ce qu'ils sont en un seul mot. J'aime que les personnages aient des caractères variés et complexes. Ce n'est pas évident à faire ressortir quand on est limité par la taille des bulles et le nombre de pages des volumes. Mais c'est ce qui rend ce travail aussi passionnant. Et plus tard, on apprendra que, quand Morita a bossé sur le manga Burst, il avait très hâte de dessiner le combat final de la Coupe internationale entre Valt et Shu. Donc oui, l'auteur a une certaine attache par rapport à ces deux personnages, parce que c'est la première grosse rivalité, la rivalité principale qu'il avait de base. Bon, parlons d'un sujet qui va fâcher beaucoup d'entre vous. Pourquoi est-ce que Valt n'est plus le personnage principal, et pourquoi le héros change à chaque fois? Eh bien là aussi, on a une réponse de l'auteur himself. La réponse est la suivante. Nous avons pensé que ce serait plus sympa d'avoir un nouveau personnage principal pour chaque grand cycle de la série. Les enfants, qui sont les principaux lecteurs du magazine Korokoro, dans lequel la série est prépubliée au Japon, n'ont pas les mêmes attentes que les adultes. Ils se lassent vite et ils aiment qu'il y ait du changement. Voilà, ça c'est la réponse officielle de l'auteur. Et devinez quoi, il a avoué qu'au début du manga, l'histoire des 10 premiers tomes était déjà prévue. Sachant que le tome 10 démarre l'arc de Chozed, il est possible, peut-être, que Aiga était déjà prévu d'une manière ou d'une autre. Le truc c'est que même si on sait pourquoi ça a changé le personnage, c'est expliqué, on n'est pas forcément obligé d'accepter. L'avantage avec ces changements réguliers, c'est que ça permet de renouveler l'univers et de proposer des histoires qui n'auraient pas pu être racontées avec Valt. Exemple, la relation fraternelle entre les frères Asahi ou le passage de Belle Maléfique, ce sont des éléments de scénario qui n'auraient jamais pu fonctionner en gardant Valt en MC. Et ceux qui me diront « Oui mais Tokonatsu », Toko est encore moins important dans le manga que dans l'anime. Pour ça, il aurait fallu que l'auteur veuille ou ait prévu de développer Tokonatsu, ce qui n'est pas le cas. L'inconvénient avec le changement, c'est que ça défidélise les fans de longue date, qui se sont attachés aux personnages des premières saisons. J'ai dit souvent que la zone de confort de la fanbase des fans de Burst, c'est durant la saison 2 en 2018. La saison est bien, rien d'extraordinaire, mais beaucoup de fans ont démarré Burst avec God Evolution, et que 2018 c'était la grosse année pour la saga. Forcément, vu que les saisons suivantes s'éloignent de ce qu'on avait à l'époque, ça dérange. Et ce cas de figure, on le retrouve dans toutes les fanbases. Des licences qui ont subi des changements mineurs ou majeurs, à un moment donné ou à un autre, pour proposer de nouvelles choses, mais qui subissent encore des critiques de nos jours, parce que c'est trop différent. Quitte à rester dans Beyblade, je me style. La saison va fêter ses 10 ans l'année prochaine, pour vous dire, et elle fait toujours autant de débats pour savoir si c'est une saison 4, une suite à Metal Fury du coup, ou si c'est un spin-off, même titre que Beywiz et les autres. Voilà, et le simple fait d'avoir dit ça, ça va partir en couille dans les commentaires, je vous connais. Côté Burst, on a souvent des débats sur les premières saisons et les dernières. Mais il y en a une qui s'est fait zapper, c'est la 4ème, parce qu'il n'y a pas assez dans son personnage. C'est pas qu'elle est détestée, c'est qu'elle est forcément skippée.
Du coup, est-ce que ces fans ont tort d'avoir cette mentalité de nouveau égale pas bien? Bah non, ils ont pas tort, on va pas les forcer à aimer ce qu'ils aiment pas. Et ça, vous me l'avez bien fait comprendre dans ma vidéo sur Faille. Dans cette vidéo, je vais expliquer en quoi je le déteste. Et pas mal d'entre vous m'ont expliqué en commentaire pourquoi vous adoriez Faille. Tout est une question d'attente et de point de vue en fait. Les choses nouvelles ne sont pas forcément mauvaises. Bon, ça arrive, mais vous avez compris ce que je veux dire. On est tous humains, on a tous des avis différents, donc forcément, il y aura débats et conflits. Et si tout le monde était du même avis, les débats seraient chiants. Quoique bon, les débats dans les fanbases, on connaît. Superman, il est plus fort que Goku. N'importe quoi, c'est Saitama. Il le one-shot. Ah, c'est Luffy le plus fort. Il peut élargir sa tub à l'infini. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je n'ai plus de souffle, parce que j'ai plus l'habitude de parler aussi longtemps. Encore une fois, c'était un gros morceau. Et dites-vous que je n'ai pas encore fini de parler du manga, parce qu'il faut encore que je parle des chapitres bonus, et du Court Night. Et bon, ça je garde pour plus tard. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, on est bientôt 2000 sur la chaîne, et je vous en remercie. Si vous n'avez pas fait, je vous invite aussi à voir ma vidéo analyse sur Lucifer, si cette vidéo sort avant ou après, je mettrai le lien en description aussi. Et je crois qu'on s'est tout dit. Sur ce, c'était Playmaker, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.